tu sais bien que ce document existe depuis 30 à 5 ans. La phrase est tombée sans colère, sans emphase, comme une évidence qu'on finit par dire à voix haute quand on croit que l'autre est prêt à l'entendre. Elle a été prononcée autour d'une table trop lisse, dans une pièce trop calme, un matin où je pensais encore venir, pour régler une formalité banale. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je cherchais mes mots, mais parce que je n'étais pas certaine d'avoir bien compris. 30 à 5 ans. Le chiffre s'est imposé à moi avec une précision presque insultante. 30 à 5 ans, de quoi, exactement? De silence? D'oubli? De décisions prises sans moi? J'ai senti mon souffle se bloquer, comme si l'air avait soudain changé de densité. On m'a regardé avec cette patience condescendante que je connais trop bien. Celle qu'on réserve à quelqu'un qu'on croit fragile ou lent à comprendre. J'ai alors compris que ce que je ressentais n'était pas de la surprise. C'était une mise à l'écart officielle, enfin formulée. Je me suis entendu demander, d'une voix étonnamment stable, de quel document il s'agissait. À ça, la réponse a été vague, prudente, presque pédagogique. Un dossier ancien. Une situation complexe. Des décisions prises dans un contexte particulier. Des choses qu'il valait mieux ne pas remuer, disait Aon, parce qu'elles avaient été gérées, réglées, classées. Classées, mais pas expliquées. Je regardais les visages autour de la table. Aucun n'exprimait l'embarras que j'aurais attendu. Il y avait plutôt une forme de lassitude, comme si ma question arrivait trop tard, comme si j'avais raté le moment opportun pour comprendre. J'ai perçu, dans ce calme apparent, une certitude partagée. Tout le monde savait. Tout le monde. Sauf moi. Quelqu'un a ajouté, presque gentiment, que ce silence avait été maintenu pour mon bien. Que j'avais déjà assez porté. Que certaines vérités n'apportent rien de plus que de la douleur inutile. Ces mots, je les ai reconnus immédiatement. Ils m'avaient accompagné toute ma vie, sous des formes différentes. Ils avaient toujours servi à m'épargner, disait Aïd. Ils avaient surtout servi à décider à ma place. Je me suis redressée sur ma chaise, pas par défi, par instinct. Quelque chose en moi refusait désormais de rester affaissé. J'ai demandé depuis quand exactement ce document existait. La réponse est venue sans hésitation. 30 à 5 ans. Le chiffre. Encore. Précis. Assumé. Comme s'il n'avait jamais été un problème. Je me suis alors rendu compte d'une chose qui m'a traversée comme un éclair froid. Ce n'était pas une révélation accidentelle. C'était une information livrée parce qu'on n'avait plus le choix. Parce que le temps, les procédures ou une circonstance extérieure rendaient désormais impossible le maintien du silence. 2. Ce n'était pas une confession. C'était une concession. J'ai ressenti une humiliation particulière, presque intime. Pas celle qui fait pleurer ou crier. Celle qui s'installe doucement, quand on comprend que sa propre vie a été racontée sans soi, organisée sans son consentement éclairé, protégée à coups d'omission soigneusement calibrée. Je n'ai pas haussé le ton, je n'ai pas protesté. Je posais des questions simples, presque techniques. Et à chaque réponse, je sentais se dessiner une frontière invisible, une ligne que je n'avais jamais été autorisée à franchir. On me parlait de ce que je devais savoir, pas de tout ce qui existait. À un moment, j'ai demandé à voir le document. Pas plus, pas moins. Cette demande a provoqué un léger flottement. Des regards se sont échangés. On m'a dit que ce n'était peut-être pas nécessaire, que le contenu était délicat, qu'il risquait de me bouleverser inutilement. Inutilement. Comme si le fait de ne pas savoir était une neutralité et non une violence. Je me suis levée, lentement. Je n'étais pas en colère. J'étais lucide. Une lucidité tardive, mais entière. J'ai dit que si ce document expliquait 30 à 5 ans de silence familial, alors il m'appartenait autant qu'aux autres. Que le garder hors de ma vue revenait à prolonger exactement ce que l'on prétendait vouloir éviter. Personne n'a répondu immédiatement. Ce silence-là n'était pas le mien. Il leur appartenait. En quittant la pièce, je savais que quelque chose venait de basculer. Pas encore dans les faits, mais en moi. Je ne savais pas ce que contenait ce document. Je ne connaissais ni les détails, ni les conséquences. Mais je savais une chose, avec une clarté nouvelle. Ce silence n'était plus acceptable. 30 à 5 ans n'était pas une protection. 30 à 5 ans était une construction. Et ce jour-là, pour la première fois,
J'avais décidé de ne plus vivre dans une histoire racontée à voix basse, sans moi. Avant que ce chiffre, 30 à 5 ans, ne s'impose à moi comme une fracture, ma vie me semblait simple, presque lisible. Pas heureuse, au sens éclatant du mot, mais cohérente. Une vie faite de continuité, de devoirs assumés, de renoncements discrets que je croyais naturels. J'avais grandi avec l'idée qu'une famille se tient par ce qu'on tait, autant que par ce qu'on partage. Je me suis mariée jeune, pas par naïveté, mais par confiance. Mon mari était un homme sérieux, respecté, peu bavard. Il croyait aux structures, aux règles, à ce qui se décide, sans faire de bruit. J'ai appris très tôt que poser trop de questions était perçu comme une forme d'instabilité. Alors, je me suis adaptée. Je regardais, j'écoutais, j'acceptais. Cela me semblait être le prix d'une vie ordonnée. Nous avons construit notre foyer lentement. Une maison sans luxe, mais solide. J'y ai mis mes forces, mon temps, mes silences aussi. J'aimais l'idée de durer. D'être celle sur qui l'on peut compter, sans jamais avoir à l'expliquer. J'ai élevé les enfants avec cette même logique, donner sans calculer, transmettre sans exiger, faire confiance sans vérifier. Pendant longtemps, je n'ai pas ressenti de manque. Je croyais que la paix venait de cette absence de heurts. Je pensais que l'amour se reconnaissait à ce qu'il ne fait pas de bruit. Quand des décisions importantes étaient prises, je n'étais pas toujours au centre, mais je n'y voyais pas une exclusion. Je me disais que chacun avait son rôle. Le mien était de maintenir l'équilibre. Il y avait pourtant déjà des zones floues, des sujets qu'on évitait, des histoires familiales racontées de manière incomplète, toujours avec la même phrase de conclusion. Ce n'est pas important, c'était compliqué. Ça ne te concerne pas vraiment. Je les acceptais sans insister. J'avais appris que l'insistance abîme. Quand mon mari parlait de certaines affaires anciennes, il utilisait un vocabulaire précis mais fermé. Il disait que tout était réglé, que les choses avaient été faites comme il fallait. Je le croyais. Non parce qu'il m'expliquait, mais parce que je n'imaginais pas qu'on puisse construire une vie commune sur un mensonge volontaire. Cette idée ne m'effleurait même pas. Les années ont passé ainsi. Les enfants ont grandi. Ils ont pris leur place dans le monde, loin de la maison. J'étais fière d'eux. Fière de cette stabilité que nous leur avions offerte. Je pensais que le silence dans lequel certaines choses restaient était une forme de pudeur héritée. Une manière de protéger les générations suivantes. Après la mort de mon mari, ce silence est devenu plus épais. Les affaires qu'il gérait seul restaient dans des dossiers fermés. On me disait que ce n'était pas urgent, que cela pouvait attendre. J'acceptais. Le deuil a cette capacité à rendre tout secondaire. Je faisais confiance à ceux qui prenaient le relais. Mes enfants, leurs conjoints, la famille continuait, pensaient à eux, sous une autre forme. Je ne voyais pas encore que cette continuité reposait sur une version soigneusement filtrée de mon propre passé. Je continuais à vivre dans une histoire dont certains chapitres avaient été écrits sans moi, mais je ne le savais pas. Et surtout, je ne savais pas que je ne savais pas. Il y avait pourtant des moments de trouble, de courtes sensations d'être à côté de quelque chose. Comme lorsqu'on entend une conversation s'interrompre à votre arrivée. Trop, ou quand une décision importante est annoncée comme une évidence, sans discussion préalable. Je les mettais sur le compte de l'âge, du changement de génération. Je me disais que c'était normal de lâcher prise. Trop, je croyais que ce lâcher à prise était une sagesse. Avec le recul, je comprends que cette sagesse avait été encouragée. On m'avait doucement installée dans un rôle confortable. Celle qui ne pose pas de questions, qui fait confiance, qui ne revient pas sur le passé. Ce rôle me protégeait en apparence. En réalité, il me rendait perméable à toutes les décisions prises ailleurs. Ma vie d'avant n'était pas fausse. Elle était incomplète. Elle reposait sur une narration soigneusement construite, répétée pendant des décennies, jusqu'à devenir indiscutable. J'y avais cru, parce que j'ignorais qu'une autre version existait. J'y avais cru parce que personne n'avait jugé utile de me dire qu'il manquait une pièce essentielle. Quand je repense à cette période, je ne ressens ni colère ni honte. Je ressens une tristesse douce. Celle qu'on éprouve quand on comprend qu'on a vécu, honnêtement, dans un cadre qui ne l'était pas entièrement. J'avais fait ma part. J'avais été loyale. Le silence, je le croyais partagé. Il ne l'était pas. 30 à 5 ans plus tard, ce passé me revient autrement. Non plus comme une fondation solide, mais comme une construction élégante dont on a volontairement masqué les fissures.
Et je comprends maintenant que ce n'est pas le passé qui m'a trahi. C'est l'histoire qu'on m'a racontée à sa place. Les premiers signes ne se sont pas présentés comme des attaques. Ils avaient la forme de gestes anodins, de phrases dites à la légère, de décisions prises trop vite pour qu'on y voie une intention. À l'époque, je n'ai pas parlé de rejet. J'ai parlé d'ajustement, de fatigue, d'un monde qui change. Après la mort de mon mari, quelque chose s'est déplacé sans bruit. On ne me demandait plus mon avis, on me le résumait. On ne sollicitait plus ma présence, on l'organisait. Les réunions de famille avaient lieu, mais leur centre de gravité s'était déplacé. J'étais là, assise à la table, mais les décisions semblaient déjà prises avant même que je n'arrive. On me disait souvent que c'était plus simple ainsi, plus simple pour moi. Cette formule revenait avec une régularité presque affectueuse. Plus simple de ne pas entrer dans les détails. Plus simple de me laisser tranquille. Plus simple de décider entre eux, comme si comprendre devenait soudain trop lourd à porter pour moi. Ma belle-fille parlait beaucoup de protection. Elle employait des mots doux, presque pédagogiques. À ton âge, il faut se préserver. Inutile de remuer des histoires compliquées. Elle souriait en disant cela, et je souriais aussi, par réflexe. Je voulais croire qu'il s'agissait de bienveillance. Je ne voyais pas encore que cette bienveillance traçait un périmètre où je n'étais plus censé entrer. Les enfants, eux, adoptaient une autre stratégie. Ils évitaient les sujets précis. Quand je posais une question sur le passé, on répondait par une généralité. Quand je demandais un détail, on promettait d'en reparler plus tard. Ce plus tard ne venait jamais, et je n'insistais pas. J'avais appris que l'insistance dérange. Les humiliations, si je dois les appeler ainsi aujourd'hui, se logeaient dans les détails du quotidien. Un jour, je suis rentrée plus tôt que prévu et j'ai trouvé des cartons dans le salon. Des objets avaient été déplacés, triés, parfois jetés. On m'a expliqué que c'était pour faire de la place, pour alléger. Je n'avais rien demandé. Je n'avais rien autorisé. Mais on me parlait comme si tout cela allait de soi. Lors d'un repas, j'ai commencé à raconter un souvenir ancien. Rien de plaintif. Une anecdote simple, liée à mon mari, à une époque heureuse. Personne ne m'a interrompu, mais les regards se sont peu à peu détournés. Une conversation parallèle a commencé. J'ai terminé ma phrase seule, dans un silence étrange. Puis, je me suis tue, comme si c'était moi qui avais commis une erreur de rythme. Une autre fois, croyant que je n'entendais pas, j'ai surpris une remarque sur ma lenteur, sur mes habitudes, sur mon attachement au passé. Rien de méchant, disait Taon. Juste réaliste. Ces mots ne m'ont pas blessé immédiatement. Ils se sont déposés en moi, lentement, comme une poussière fine qu'on balaie rarement. Je me demande souvent pourquoi je n'ai rien dit. Pourquoi je n'ai pas posé de limite plus tôt. La réponse est simple, même si elle me coûte encore. J'avais peur. Peur d'être perçue comme difficile. Peur de perdre ce qui restait de cohésion familiale. On m'avait appris que parler pouvait abîmer, et que se taire protégeait. Je croyais que ce silence était partagé. Je ne comprenais pas encore qu'il était unilatéral. Peu à peu, je suis devenue transparente. On parlait de projets devant moi, comme si je n'étais qu'un témoin passif. On décidait de ce qui serait mieux pour moi, sans jamais me consulter. J'étais toujours invitée, mais de moins en moins incluse. Ma présence était tolérée, mais plus nécessaire. Chaque petite humiliation, prise isolément, semblait anodine. Mais ensemble, elles formaient un climat. Un climat où je n'étais plus une personne à part entière, mais un paramètre à gérer. Une variable qu'on ajuste pour que tout fonctionne sans accroc. Je continuais pourtant à croire à l'histoire officielle. Je me disais que c'était le prix de la paix. Que vieillir impliquait de céder un peu de terrain. Je me racontais ces choses pour ne pas regarder en face ce que je ressentais vraiment. Ce que je ressentais, c'était une mise à distance progressive. Une façon douce, presque élégante, de me retirer du centre, sans jamais me le dire clairement. Je n'étais plus au cœur de la famille. J'étais sur le bord, là où l'on ne dérange pas. Je ne savais pas encore ce que contenait le document dont on me parlerait plus tard. Je ne savais pas encore que ce silence avait une origine précise, datée, consignée. Mais déjà, sans le savoir, on m'avait habitué à ne plus compter, à accepter, sans comprendre, à sourire quand on me retirait un peu de place. Ces petites humiliations n'étaient pas une fin. Elles étaient une préparation, une manière de rendre acceptable, le moment venu,
Une vérité plus lourde. Une vérité que tout le monde connaissait, et dont on avait décidé, collectivement, que je n'avais pas besoin de savoir. La goutte d'eau n'est pas arrivée sous la forme d'une révélation spectaculaire. Elle s'est présentée comme un détail administratif, discret, presque banal. Un détail qui aurait pu passer inaperçu si je n'avais pas, ce jour-là, décidé de lire jusqu'au bout. Le courrier était posé sur le buffet depuis la veille. Une enveloppe officielle, sans urgence apparente. Je l'ai ouverte sans méfiance, convaincu qu'il s'agissait d'une formalité de plus à classer. À l'intérieur, une lettre courte, rédigée dans ce langage neutre qui n'appartient à personne et qui pourtant engage tant de vices. On y évoquait un dossier ancien, enfin régularisé. Une référence, une date, puis une phrase qui a arrêté net ma respiration. Il était question d'un acte signé il y a 30 à 5 ans, mentionnant une décision prise avec mon accord, dans un cadre que je n'ai reconnu qu'à moitié. Mon accord. Ces mots semblaient flotter devant moi, détachés de toute réalité vécue. Je me suis assise, la lettre entre les mains, relisant la phrase encore et encore, comme si le sens allait finir par se transformer. Je ne me souvenais de rien, ni du contexte, ni de la portée exacte de ce que j'aurais validé. Pourtant, les dates correspondaient. La signature aussi. La mienne, claire, lisible, indiscutable. J'ai ressenti une confusion étrange, mêlée à une inquiétude sourde. Ce n'était pas encore de la colère. C'était une impression de décalage brutal entre ce que je croyais avoir vécu et ce que ce document affirmait. Comme si deux versions de ma propre histoire se superposaient sans jamais coïncider. J'ai appelé mon fils. Il a répondu rapidement, avec une voix calme, presque préparée. Quand je lui ai parlé de la lettre, il n'a pas paru surpris. Il m'a dit que ce dossier était ancien, compliqué, qu'il avait été traité à l'époque pour éviter des conflits inutiles. Il parlait avec assurance, comme s'il récitait une explication déjà répétée. Je lui ai demandé pourquoi je n'en avais jamais été informé clairement. Il a marqué une pause. Puis il a dit que ce n'était pas nécessaire, que tout avait été fait dans mon intérêt, que revenir là-dessus aujourd'hui ne servirait qu'à rouvrir des blessures. Ces mots, encore une fois, toujours les mêmes. Ils semblaient conçus pour clore toute discussion, avant même qu'elle ne commence. Après avoir raccroché, je me suis levée lentement. J'ai ouvert les tiroirs, les classeurs, les boîtes où je conservais les documents importants. Tout était soigneusement rangé, méthodiquement classé. Trop soigneusement. Les papiers relatifs à ce dossier précis n'y figuraient pas. Pas une copie, pas une note, rien. Ce vide m'a frappé plus violemment que la lettre elle-même. Je suis montée au grenier, là où mon mari conservait ses dossiers personnels. Je n'y allais, presque jamais. Par respect, pensée à jeu, ou par habitude. J'ai ouvert des cartons poussiéreux, feuilleté des chemises anciennes. Et puis je l'ai trouvé. Un dossier cartonné, usé sur les bords, portant une mention manuscrite que j'ai immédiatement reconnue. À l'intérieur, tout était là. Des actes notariés, des échanges écrits, des procurations, des signatures. Les miennes, encore. J'ai lu lentement, page après page. Le langage était froid, précis, sans la moindre place pour l'émotion. Il parlait de biens, de gestion, de transmission. Il parlait surtout d'un choix présenté comme consensuel, mais dont je ne retrouvais aucune trace dans ma mémoire consciente. Ce n'était pas une fraude grossière, ce n'était pas une escroquerie brutale. C'était pire. C'était une organisation patiente, légale, presque élégante. Tout avait été fait pour que je sois juridiquement présente, mais pratiquement absente. Mon consentement existait sur le papier, pas dans la compréhension. Je me suis assise sur une vieille chaise, le dossier sur les genoux. J'ai senti une douleur sourde monter en moi, lente, profonde. Pas celle qu'on exprime par des larmes immédiates, celle qui s'installe quand on comprend qu'on a été tenu à l'écart de sa propre vie, sous couvert de protection. Ce jour-là, j'ai cessé de me raconter que ces silences étaient le fruit de la maladresse ou du temps qui passe. J'ai compris qu'ils avaient une origine précise, datée, consignée. Qu'il n'était pas un oubli, mais une stratégie. Une stratégie douce, presque invisible, mais terriblement efficace. Je n'ai pleuré qu'une seule fois. Pas longtemps. Pas bruyamment. Pour la femme que j'avais été, confiante,
loyal, persuadé que l'amour excluait la manipulation. Pour ces 35 années passées à vivre dans une histoire dont un chapitre essentiel m'avait été retiré, puis quelque chose s'est stabilisé en moi. Je n'ai plus cherché à comprendre leurs intentions. Je n'ai plus cherché à préserver l'harmonie. Mais j'ai compris que cette harmonie reposait sur mon ignorance et qu'elle ne pouvait plus être maintenue à ce prix. J'ai rangé les documents avec soin. Je les ai alignés sur la table de la cuisine. Ils n'étaient plus des papiers anciens. Ils étaient devenus la preuve tangible que ce que je ressentais depuis si longtemps avait une cause réelle, précise, indiscutable. Ce n'était plus une impression. Ce n'était plus une sensibilité excessive. C'était un fait. Et à partir de ce moment-là, une certitude s'est imposée, tout calme et irrévocable. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans une histoire racontée sans moi. 35 ans de silence venaient enfin de prendre une forme. Et ce document, que l'on avait cru inoffensif, venait de rendre l'ignorance impossible. Les nuits qui ont suivi cette découverte n'ont pas été violentes. Elles ont été étirées, silencieuses, presque immobiles. Je dormais par fragments, comme si mon corps refusait de s'abandonner entièrement, tant que l'esprit n'avait pas fait le tri. Je restais longtemps allongé, les yeux ouverts, à écouter la maison respirer autour de moi. Chaque bruit familier semblait désormais chargé d'un sens nouveau. Je n'étais plus dans le doute. Le doute suppose une hésitation entre plusieurs vérités possibles. Ce que j'avais entre les mains ne laissait plus cette place à là. Il restait en revanche une question plus douloureuse. Comment avais-je pu vivre si longtemps, sans voir, sans comprendre, sans demander davantage? Je repassais les scènes anciennes avec une précision inattendue. Les phrases prononcées sur un ton rassurant. Les décisions présentées comme évidentes. Les silences que j'avais interprétés comme de la pudeur. Tout prenait une autre couleur. Rien n'était faux en apparence. Tout était incomplet. Et cette incomplétude, répétée pendant 35 ans, avait fini par devenir un système. Je me suis demandé quand exactement j'avais cessé de poser des questions. Était-ce après une remarque agacée, un soupir, un regard qui disait que j'allais trop loin? Ou plutôt encore, quand j'avais compris que l'harmonie familiale dépendait souvent de ma capacité à ne pas insister. Je n'ai pas trouvé de moment précis. Seulement une suite de renoncements discrets, presque imperceptibles. Je pensais à ma mère, à sa manière de tout accepter sans se plaindre, à sa fierté silencieuse. On disait d'elle qu'elle était forte. Aujourd'hui, je comprends que cette force avait aussi servi d'alibi. On s'appuyait sur son endurance pour ne jamais lui expliquer ce qui comptait vraiment. J'avais reproduit ce modèle sans le questionner. La loyauté, pour moi, avait longtemps signifié l'ignorance consentie. À soir, j'ai sorti le dossier du grenier et je l'ai posé sur la table de la cuisine. Je l'ai ouvert lentement, sans chercher à me protéger. Cette fois, je ne voulais plus survoler. Je voulais comprendre. Page après page, j'ai lu le langage juridique dans toute sa froideur. Il ne parlait ni d'amour ni d'intention. Il parlait de faits, de dates, de conséquences. Et cette précision m'a fait du bien. Mais j'ai pris un carnet ordinaire, sans valeur particulière. J'y ai noté ce que je découvrais, les noms, les années, les décisions prises en mon nom. J'ai reconstitué une chronologie. À mesure que les éléments s'alignaient, une certitude s'imposait. Mon ignorance n'avait rien d'accidentel. Elle avait été organisée avec constance. Cette prise de conscience m'a fait mal, mais elle m'a aussi apporté un apaisement inattendu. Elle mettait fin à un malaise ancien, diffus, que je portais depuis des années, sans jamais pouvoir le nommer. Je n'étais pas trop sensible. Je n'exagérais pas. Ce que je ressentais avait une cause réelle, inscrite noir sur blanc. Je n'éprouvais pourtant pas de haine. Cela m'a surprise. À la place, une lucidité calme s'installait. Je n'avais plus envie d'expliquer, ni de convaincre. Je voulais comprendre jusqu'au bout. Et surtout décider de ce que j'allais faire de cette vérité, sans me perdre à nouveau dans le silence. Je savais que parler à ma famille, à ce stade, ne ferait que réactiver les mêmes mécanismes. Justification, minimisation, retournement des responsabilités. Je les connaissais trop bien. Alors j'ai choisi de parler ailleurs. Oui, à des personnes qui n'avaient aucun intérêt à préserver une version confortable de l'histoire. J'ai pris rendez-vous avec un notaire indépendant. Dans son bureau, j'ai posé le dossier sur la table. Il a lu attentivement.
sans commentaire inutile. Il expliquait avec calme ce qui avait été fait, ce qui était légal, ce qui relevait de zones grises. Il ne promettait rien, il éclairait. Cette neutralité m'a soulagée. Elle m'empêchait de sombrer dans l'émotion brute. J'ai aussi consulté un avocat. Pas pour attaquer, pas encore. Pour savoir. Il m'a écouté longuement, puis il a posé des questions précises, presque austères. Il m'a dit que le droit ne guérit pas les blessures, mais qu'il empêche qu'on continue à les infliger. Cette phrase s'est ancrée en moi. De retour chez moi, j'ai continué à écrire. Pas pour me plaindre, pour garder une trace. Pour ne plus dépendre uniquement de ma mémoire. J'éliminais les suppositions. Je gardais les faits. Chaque mot posé sur le papier semblait reprendre un peu de l'espace qui m'avait été retiré. Rien n'avait encore changé à l'extérieur. Je répondais aux messages comme avant. Je disais que tout allait bien. Ce n'était pas un mensonge. C'était une vérité en devenir. À l'intérieur, en revanche, tout s'était déplacé. Je comprenais enfin que le silence n'est pas toujours une vertu. Qu'il peut devenir une violence quand il sert à maintenir une injustice. Et que la loyauté, lorsqu'elle exige ignorance, cesse d'être de l'amour. Ce soir, en refermant mon carnet, j'ai su que je n'étais plus dans l'ombre. Je n'étais pas encore dans l'action. Mais je savais, avec une clarté nouvelle, que je ne serais plus jamais celle à qui l'on explique trop tard ce que tout le monde savait déjà. La préparation n'a pas commencé par une décision spectaculaire. Elle a commencé par une discipline. Une façon nouvelle d'habiter le temps, de le découper en gestes précis, utiles, sans place pour l'improvisation émotionnelle. J'avais compris que, pour la première fois de ma vie, je ne pouvais plus me permettre d'agir par réflexe ou par loyauté mal placée. Je me suis imposé une règle simple, ne rien faire dans la précipitation. Chaque démarche devait être pensée, mesurée, comprise jusqu'au bout. Ce n'était pas une vengeance que je préparais, mais une restitution, celle de ma place, de mon droit à savoir et à décider. J'ai commencé par classer les documents. Tous, sans exception. J'ai établi un ordre chronologique, noté les dates, relié les événements entre eux. Ce travail était fastidieux, presque ingrat, mais il avait un effet inattendu. Il me rendait plus solide. Chaque page lue, chaque détail compris réduisait un peu l'emprise du passé sur moi. Je retournais régulièrement chez le notaire. Les rendez-vous étaient sobres, efficaces. Il parlait de ce qui était juridiquement valable, de ce qui pouvait être contesté, de ce qui ne le serait jamais. Il n'employait pas de mots inutiles, il ne prenait pas parti. Cette neutralité m'obligeait à rester ancré dans les faits, loin de toute tentation de dramatisation. Nous avons évoqué les procurations anciennes, les décisions prises en mon nom, les conséquences concrètes aujourd'hui. J'apprenais un langage que l'on m'avait longtemps épargné sous prétexte de protection. Ce langage était exigeant, parfois brutal, mais il avait une vertu essentielle. Il ne mentait pas. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire. Ce geste, pourtant banal, a marqué une frontière intérieure. Pour la première fois depuis longtemps, une partie de ma vie financière n'était connue que de moi. Ce n'était pas un secret hostile. C'était une autonomie retrouvée. Je signais les documents avec une attention presque solennelle, consciente de la portée symbolique de ce simple acte. J'ai ensuite revu mon testament. Pas par crainte de la fin, mais par désir de cohérence. J'ai réfléchi à ce que je voulais transmettre, et surtout à ce que je ne voulais plus voir instrumentalisé. Certaines décisions ont été douloureuses. Elles impliquaient de renoncer à des images anciennes, à des attentes construites sur une histoire fausse. Mais cette douleur était saine. Elle ne venait pas de l'injustice, mais de la lucidité. Pendant tout ce temps, à l'extérieur, je continuais à jouer le rôle que l'on attendait de moi. Je répondais aux messages. J'acceptais les invitations. Je souriais aux remarques condescendantes. Ce masque n'était plus une soumission. Il était une stratégie. Il me donnait le temps nécessaire pour agir sans être interrompu par des réactions prématurées. Je mesurais désormais chaque parole, chaque silence. Je savais que trop expliquer, trop tôt, ne ferait que réveiller les mécanismes de défense déjà en place. Ceux qui avaient organisé le silence savaient se justifier. Ils avaient l'habitude. Moi, j'apprenais une autre forme de patience, plus ferme, plus ancrée. L'avocat m'a aidé à anticiper ce qui viendrait. Il parlait de déni, de colère, de tentative de retournement.
Il m'a prévenu que la vérité, lorsqu'elle surgit, n'est presque jamais accueillie avec gratitude. Elle dérange, parce qu'elle oblige à renoncer à des récits confortables. Je n'attendais ni excuses, ni reconnaissance. Je voulais que les faits existent, et qu'ils produisent leurs effets. Je continuais à écrire dans mon carnet. Pas pour me plaindre. Pour consigner. Les rendez-vous, les échanges, les phrases prononcées trop vite pour être innocentes. Cette écriture me protégeait. Elle empêchait les doutes de reprendre toute la place. Elle me rappelait que je n'étais plus seule face à ma mémoire. Parfois, l'hésitation revenait. Était-ce trop tard? Était-ce utile de remuer ce passé? Ne valait-il pas mieux continuer à se taire pour préserver ce qui restait de paix? Ces questions me traversaient sans s'installer. Elles perdaient leur force à mesure que le chemin se dessinait clairement devant moi. Un chemin qui ne passait plus par l'effacement. Et je me surprenais à marcher différemment, plus droite. Pas par orgueil, mais parce que je n'avais plus à porter un poids invisible. La préparation me rendait plus stable, sans me rendre dure. Je ne cherchais pas à faire mal. Je cherchais à ne plus être blessée. J'ai sécurisé les documents importants. J'ai anticipé les réactions possibles. J'ai pris des décisions concrètes, parfois discrètes, parfois irréversibles. Tout cela sans bruit, sans annonce. Je savais que le moment viendrait. Il vient toujours, quand la structure est prête. Ce que je préparais n'était pas une attaque. C'était une fin. La fin d'un silence imposé. La fin d'un rôle qui ne m'appartenait plus. Et dans cette préparation minutieuse, silencieuse, presque invisible, je sentais s'installer en moi une force nouvelle, une force qui ne criait pas, une force qui n'accusait pas, une force qui savait. La confrontation n'a pas pris la forme d'un affrontement brutal. Elle s'est imposée comme une conséquence logique, presque administrative, du travail accompli dans l'ombre. J'avais longtemps cru que dire la vérité nécessitait des éclats, des mots forts, des accusations. J'ai découvert qu'il suffisait parfois de poser un document au bon endroit, au bon moment. Nous étions réunis dans le salon, un après-midi ordinaire. Rien n'avait été annoncé. Personne n'attendait ce qui allait suivre. Les conversations glissaient sur des sujets neutres, familiers, comme si la vie pouvait continuer exactement comme avant. Je me suis assise, sans me presser. J'ai écouté. J'ai attendu que le bruit se calme de lui à même. Puis, j'ai posé le dossier sur la table basse. Le geste a été simple, presque discret. Pourtant, il a suspendu la parole. Certains ont reconnu immédiatement la chemise cartonnée. D'autres ont détourné le regard. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je voulais qu'ils comprennent, avant même mes mots, que quelque chose avait changé. J'ai ouvert le dossier lentement. J'en ai sorti quelques pages, pas toutes, celles qui suffisaient. Des dates, des signatures, des décisions. J'ai expliqué ce que j'avais découvert, sans emphase, sans reproche. J'ai décrit les faits, dans l'ordre. J'ai dit quand le document avait été établi, ce qu'il impliquait, et surtout, ce qu'il expliquait, enfin, 30 à 5 ans de silence familial. Mon fils a tenté de parler. Il évoquait la complexité, le contexte de l'époque, les raisons pour lesquelles on avait pensé qu'il valait mieux ne pas m'inquiéter. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai posé une question simple, presque neutre. Pourquoi m'avoir empêché de comprendre ce que je signais? Il n'a pas répondu tout de suite. Son silence était plus éloquent que ses justifications. Ma belle-fille a pris la parole ensuite. Elle parlait de protection, d'équilibre, de décisions prises pour éviter des conflits. Elle disait qu'elle avait voulu préserver la famille. Je l'ai regardée calmement, et je lui ai dit que protéger quelqu'un en le maintenant dans l'ignorance n'était pas une protection, mais une dépossession organisée. Autour de nous, les autres observaient. Certains semblaient découvrir l'ampleur de ce qui se révélait. D'autres cherchaient à disparaître. Les regards se croisaient sans se soutenir. L'histoire commune, répétée pendant des décennies, se fissurait sous le poids des faits. À un moment, la tension est montée. On m'a reproché de remuer le passé, de compliquer les choses, de briser une harmonie fragile. Ces mots, je les connaissais. Ils avaient longtemps suffi à me faire taire. Cette fois, ils glissaient sans m'atteindre. J'ai répondu que l'harmonie qui exige l'ignorance d'une seule personne n'est pas une harmonie, mais un arrangement injuste. J'ai alors annoncé ce que j'avais fait. Les démarches engagées. Les décisions déjà actées.
Les protections mises en place. Je ne menaçais personne. Je constatais. Je voulais qu'ils comprennent que le temps où l'on décidait sans moi était terminé. Les réactions ont été immédiates et prévisibles. Déni. Colère contenue. Tentative de minimisation. On me disait que j'exagérais, que j'interprétais mal. Je n'ai pas discuté. Je savais que la discussion n'était plus le lieu de la vérité. Les documents parlaient désormais à ma place. Le silence est retombé, plus lourd qu'auparavant. Un silence différent de celui que j'avais porté pendant 30 à 5 ans. Celui assis ne m'écrasait plus. Il obligeait chacun à regarder ce qu'il avait préféré taire. Je me suis levée la première. J'ai rangé les papiers, refermé le dossier. J'ai dit que je partais. Pas pour fuir, mais parce que j'avais dit l'essentiel. Je n'attendais ni excuses ni promesses. Je voulais seulement que la vérité existe dans l'espace commun, sans être immédiatement recouverte. En quittant la pièce, je n'ai ressenti ni victoire, ni amertume. Seulement une clarté profonde. Le piège s'était refermé, non pas sur des personnes, mais sur une histoire fausse qui ne pouvait plus se maintenir. Dehors, l'air m'a paru plus léger. J'ai marché quelques minutes sans direction précise. Je savais que les conséquences viendraient, inévitablement. Mais je savais aussi que, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus enfermée dans un silence qui n'était pas le mien. Après cette confrontation, rien ne s'est effondré d'un seul coup. Il n'y a pas eu de cri prolongé, pas de rupture spectaculaire. L'éclatement s'est fait autrement, plus lentement, plus douloureusement aussi. Comme une maison dont on découvre soudain les fissures intérieures, invisibles jusqu'à là, mais déjà trop nombreuses pour être réparées. Les jours suivants ont été remplis d'un bruit étrange. Pas le bruit des disputes ouvertes, mais celui des messages, des appels manqués, des silences trop appuyés. Mon téléphone vibrait souvent, parfois pour des phrases longues, justifiantes, parfois pour de simples tentatives maladroites, de reprise de contact. Je ne ressentais aucune urgence à répondre. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un besoin de distance, presque physique. Mon fils a rappelé le premier. Sa voix n'avait plus l'assurance de l'après-midi précédent. Elle était tendue, incertaine. Il parlait de maladresse, de décisions prises trop tôt, de responsabilités mal partagées. Il disait qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Puis je lui ai répondu calmement que l'intention n'efface pas les effets, surtout quand ces effets durent 30 à 5 ans. Il n'a rien ajouté. Le silence qui a suivi était lourd, mais nécessaire. Ma belle-fille, elle, a choisi l'écrit. Ses messages étaient longs, structurés, presque argumentés. Elle tentait de reconstruire une cohérence morale autour de ce qui venait d'être mis à nu. Elle parlait de protection, de décision collective, de responsabilité assumée à une époque difficile. Elle se présentait comme une intermédiaire, prise dans un système plus large. Je n'ai pas répondu. Je savais que toute réponse m'entraînerait à nouveau dans un terrain que je refusais désormais d'occuper, celui des justifications infinies. Les autres membres de la famille se sont manifestés avec prudence. Certains par de brèves phrases de soutien, maladroites, mais sincères. D'autres par un silence soudain, presque gêné. Personne ne voulait prendre position clairement. Des alliances tacites, autrefois solides, devenaient fragiles. Chacun semblait craindre d'être associé trop étroitement à ce qui venait d'être révélé. Peu à peu, les reproches ont changé de direction. Ils ne m'étaient plus adressés directement. Ils circulaient entre eux. Les conversations privées se multipliaient. Les versions se contredisaient. Chacun tentait de se dégager de sa part de responsabilité, de se repositionner dans une histoire qui ne tenait plus debout comme avant. Le silence organisé se retournait contre ceux qui l'avaient entretenu. Je regardais tout cela à distance, pas par froideur, mais parce que je n'étais plus au centre. J'avais cessé d'être celle qui absorbe, qui amortit, qui fait tampon pour que les autres puissent continuer à éviter les questions difficiles. Ce rôle ne m'appartenait plus. Et cette mise à distance, loin de me blesser, m'apportait un calme inattendu. Voilà, la maison elle-même me semblait différente. Les murs chargés de souvenirs résonnaient autrement. Ce lieu que j'avais longtemps protégé me paraissait soudain trop étroit, trop imprégné de décisions prises sans moi. Je comprenais que rester là reviendrait à continuer de porter une histoire qui n'était plus la mienne. Cette prise de conscience ne s'est pas faite dans la colère, mais dans une lassitude, lucide,
On m'a reproché, parfois à demi à mot, d'avoir tout compliqué, d'avoir remué le passé inutilement, d'avoir ouvert une boîte qu'il aurait mieux valu laisser fermer. Ces mots ne me blessaient plus. Je voyais désormais ce qu'ils tentaient de masquer, la peur de devoir regarder en face ce qui avait été accepté trop longtemps. Ce qui s'était fissuré n'était pas la famille, mais le récit mensonger qui la maintenait debout. Je n'avais rien détruit. J'avais cessé de soutenir une construction bâtie sur mon ignorance. Ce chaos avait une fonction, même s'il était inconfortable. Il obligeait chacun à reconnaître que la paix, fondée sur le non-dit, n'est qu'un report de la violence. Il révélait que certaines vérités, même tardives, exigeaient d'être nommées pour que quelque chose de plus juste puisse émerger. Je sentais qu'un cycle se terminait. Pas seulement une période de ma vie, mais une manière d'exister. Je n'étais plus la gardienne du silence familial. Je n'étais plus responsable de réparer ce qui s'était construit sans moi. Cette responsabilité-là, je l'avais portée assez longtemps. Dans cet éclatement, je ne cherchais ni réparation immédiate, ni reconnaissance tardive. Je savais que certaines blessures ne se referment pas proprement. Mais une chose était désormais acquise, irrévocable. Je n'étais plus prisonnière d'un rôle imposé, ni d'un silence présenté comme une vertu. Pour la première fois, je pouvais observer ma famille sans me sentir obligée de la maintenir intacte à mes dépens. Et dans cette distance nouvelle, je comprenais que la vérité, même quand elle divise, offre parfois la seule possibilité d'une paix authentique. Une paix qui ne demande plus à une seule personne de se taire, pour que les autres puissent continuer à vivre comme avant. Le départ n'a pas été une rupture théâtrale. Il a pris la forme d'une évidence tranquille, née après des semaines d'observation silencieuse. Rester aurait signifié continuer à habiter un décor chargé de décisions, prises sans moi, de phrases inachevées, de silences trop lourds pour devenir enfin honnête. Partir, au contraire, n'était pas une fuite. C'était une continuité autrement orientée. Je n'ai rien annoncé. J'ai préparé les choses avec la même méthode que celle qui m'avait permis d'y voir clair. J'ai trié, donné, jeté. Chaque objet conservé devait avoir un sens précis. Pas une valeur sentimentale vague, mais une raison d'être. Le reste pouvait rester. Je n'avais plus besoin de preuves matérielles pour savoir qui j'étais. Le lieu s'est imposé sans réflexion excessive. La mer, encore. Non pas pour guérir quoi que ce soit, mais pour sa constance. Elle ne promet rien. Elle ne ment pas. Elle se contente d'être là, d'avancer et de se retirer. Sans jamais expliquer pourquoi. Cette simplicité m'attirait. L'appartement était modeste. 2 pièces, une lumière franche le matin, un balcon étroit, d'où l'on apercevait l'horizon entre les toits. Rien d'impressionnant, mais rien non plus qui m'enfermait dans une histoire ancienne. Je pouvais m'y installer, sans demander la permission à des souvenirs. Le jour où j'ai fermé la porte de l'ancienne maison, je ne suis pas ressenti de chagrin aigu. J'ai posé les clés sur la table, lentement, comme on dépose un objet, après l'avoir trop longtemps serré. Ce geste n'était pas un renoncement. Il marquait la fin d'une obligation. La maison avait abrité une vie entière. Elle n'avait pas à contenir la suite. Les premiers jours ont été silencieux d'une autre manière. Pas ce silence oppressant, qui demande des explications, mais un silence neuf, disponible. Je me levais sans urgence. Je préparais mon café, sans penser à ce que je devais, pour quelqu'un d'autre. Le temps s'étirait différemment, sans compte à rendre. Les personnes ne me connaissaient ici. Cette invisibilité choisie m'apaisait. J'avais vécu trop longtemps sous le regard des autres, à anticiper leurs attentes, à ajuster mes gestes pour ne pas déranger. Ici, je n'étais ni la mère, ni la garante d'un équilibre fragile. J'étais une femme qui recommençait. Je marchais beaucoup. Le long de la plage, dans les rues, sans histoire, au hasard. Je ne réfléchissais pas à ce que j'avais perdu. Je sentais simplement ce que je retrouvais. Une respiration pleine, un corps qui avance sans se justifier, un esprit qui n'a plus besoin de surveiller ses mots. Le soir, j'écrivais parfois. Pas pour constituer un dossier, pas pour me défendre. J'écrivais pour déposer ce qui avait été trop longtemps retenu. Des phrases simples, sans recherche. Je n'attendais pas de réponse. J'apprenais à laisser les choses exister, sans les contrôler. La famille continuait d'exister, à distance. Mon fils m'a envoyé un message bref, me demandant si tout allait bien. J'ai répondu oui, c'était vrai. Cette vérité-là n'avait pas besoin d'être développée.
D'autres messages sont restés sans réponse, non par punition, mais parce que je n'avais plus l'énergie d'entrer dans des échanges qui ramenaient toujours aux mêmes justifications. Ah, je pensais parfois au pardon, non comme à une obligation morale, mais comme à une possibilité lointaine. Le pardon, s'il venait, ne serait ni un oubli ni une absolution. Il serait une manière de ne plus porter la colère là où elle n'a plus de prise. Je n'étais pas pressée. Dans cette nouvelle vie, je n'étais plus un rôle à tenir. Je n'étais plus la gardienne du silence familial. Je n'étais plus celle qui absorbe pour que les autres puissent continuer. À éviter. J'étais une présence entière, avec des limites claires, posées, sans bruit. Je comprenais alors quelque chose d'essentiel. Recommencer ne signifie pas effacer. Cela signifie choisir ce que l'on garde et ce que l'on cesse de porter. Et dans ce choix, discret mais ferme, se loge une liberté que je n'avais jamais connue. Je n'avais pas changé de nature. J'avais changé de centre. Et dans ce déplacement silencieux, sans revanche visible, je découvrais qu'une vie plus juste commence souvent, au moment précis où l'on accepte de ne plus être indispensable à l'histoire des autres, mais pleinement responsable de la sienne. Mais il y a des matins où je me réveille avant le jour, non par inquiétude, mais par habitude ancienne. La lumière tarde encore, et je reste immobile, attentive à ce qui ne demande plus d'effort. Ce calme n'est pas un oubli, c'est une présence. Une présence nue, débarrassée de ce que j'ai porté trop longtemps pour les autres. Le passé revient parfois, comme un courant tiède. Il ne m'attaque plus. Il se contente de passer. Je le reconnais, je le laisse filer. Je sais désormais ce qu'il contient, et ce qu'il ne m'appartient plus de défendre. Les images d'autrefois, les phrases répétées, les décisions prises à voix basse ont perdu leur pouvoir. Elles existent, mais elles ne dirigent plus. Je pense à la femme que j'ai été. À celle qui croyait que l'amour se prouvait par la patience, que la loyauté consistait à ne pas poser de questions. À celle qui confondait la paix avec l'absence de conflit, sans voir que ce calme avait un prix. Je ne la juge pas. Je la remercie. Elle a tenu assez longtemps pour que je puisse, un jour, comprendre sans me briser. On parle souvent de courage comme d'un éclat. Un geste visible, une parole tranchante, une rupture nette. Le courage que j'ai appris est plus discret. Il ressemble à un document relu jusqu'au bout, à une date vérifiée, à une question posée sans trembler, à un silence qui cesse d'être une peur pour devenir un choix. Ce courage Allah ne se montre pas, il se tient. Et je n'ai pas gagné contre ma famille. Cette idée me semble étrangère. Il n'y a pas eu de tribunal, pas de verdict solennel. Il y a eu une ligne franchie, une frontière posée. J'ai cessé de vivre dans une histoire écrite sans moi, racontée pour préserver la tranquillité des autres. J'ai repris ma place dans mon propre récit, sans demander l'autorisation. Certains m'en voudront toujours. Ils diront que j'ai remué le passé inutilement, que j'ai brisé un équilibre fragile, que j'ai ouvert une boîte qu'il aurait mieux valu laisser fermer. Je comprends cette colère. Quand une vérité longtemps étouffée surgit, elle donne l'impression de détruire ce qui tenait encore debout. Il est plus confortable d'accuser celle qui ouvre le dossier que de reconnaître le mensonge qu'il contient. Je n'ai jamais cherché à humilier. Je n'ai jamais voulu punir. Je n'ai pas élevé la voix plus que nécessaire. J'ai simplement refusé de continuer à porter un secret qui n'était pas le mien. J'ai refusé de rester la gardienne d'un silence qui me coûtait trop cher. Ce refus n'était pas un rejet. C'était une restitution. Il y a un prix à cette lucidité. Elle isole parfois. Elle laisse des liens fragilisés, des conversations inachevées, des distances qui ne se comblent pas. Mais cette solitude n'est pas un vide. C'est un espace où l'on respire sans s'excuser, où l'on peut enfin choisir sans se justifier. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour régler des comptes. C'est pour parler à celles et ceux qui se reconnaîtront dans les marges. À celles qui portent trop, à celles à qui l'on dit d'attendre encore, de comprendre toujours, de ne pas faire de vagues. À celles qui confondent la paix avec l'effacement et la loyauté avec l'ignorance. Je voudrais leur dire qu'il n'est jamais indécent de vouloir comprendre, qu'il n'est jamais trop tard pour relire sa propre vie, ouvrir un dossier, poser une question, que le droit n'est pas un cri, mais un outil, et que la dignité ne consiste pas à tout accepter, mais à savoir quand s'arrêter. Je ne dis pas que cela ne fait pas mal. Je dis seulement que rester dans une histoire fausse
détruit plus sûrement que la vérité, même quand cette vérité oblige à renoncer à des certitudes rassurantes, à des images idéales, parfois même à des liens anciens. La douleur passe, la clarté demeure. Aujourd'hui, ma vie est simple. Je marche, je lis, j'écris parfois, je choisis. Ces gestes peuvent sembler ordinaires. Pour moi, ils sont essentiels, ils m'appartiennent. Et pour la première fois, je n'ai pas l'impression de vivre une vie empruntée. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être des silences définitifs, peut-être des rapprochements maladroits. Je n'essaie plus de tout prévoir. J'ai compris que la paix ne vient pas de la certitude, mais de l'accord entre ce que l'on sait et ce que l'on accepte. Alors, s'il ne devait rester qu'une seule phrase, une seule, prononcée sans colère ni triomphe, mais avec la clarté acquise trop tard, ce serait celle-ci. Le silence peut aussi être une forme de justice.